Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Charles Anderson était un homme dont le nom faisait trembler les marchés et les politiciens. PDG de Anderson Global Industries, un conglomérat tentaculaire mêlant haute technologie, infrastructure, énergie verte et transport maritime, il avait bâti son empire à la sueur d'un esprit stratège et d'une discipline militaire. Tout le monde connaissait son regard glacial, ses silences assassins en salle de réunion, et son habitude de ne jamais laisser paraître une émotion. Mais derrière l'homme de fer, il y avait un cœur en ruine, discret, silencieux. Depuis la mort tragique de sa femme, Hélène, 8 ans plus tôt, Charles vivait dans une routine millimétrée, où chaque minute était programmée comme une transaction. Il avait tout, jet privé, villa en Toscane, accès direct aux présidents et sénateurs. Mais il ne souriait plus. Son regard s'était voilé, comme si le monde ne lui offrait plus rien à espérer. Alors, il avait quitté New York. Savannah, en Géorgie, avec ses rues bordées de chênes centenaires et ses demeures d'un autre siècle, lui rappelait un temps plus humain, plus enraciné. Il s'installa dans un manoir victorien hérité de sa grand-mère maternelle, Héloïse McCarthy, une femme du Sud aux principes sévères, mais au cœur généreux. C'était une maison pleine d'échos et de souvenirs, avec ses planchers en bois ancien, ses portraits en noir et blanc, et cette véranda ouverte sur les cris des cigales. Ce soir-là, après un dîner d'affaires morne avec des élus locaux, Charles rentrait à pied depuis le country club, profitant de l'air tiède du soir. Il ôta sa cravate en marchant, les pas lents, les pensées ailleurs. La lune éclairait les grilles de fer forgé de son domaine. C'est là qu'il la vit. Une silhouette recroquevillée près du portail, presque fondue dans l'ombre. Une enfant, frêle, les genoux sales, les bras entourant ses jambes. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux emmêlés, mais ses yeux, deux grands yeux sombres, brillaient d'une lueur à la fois apeurée et déterminée. Elle se leva en le voyant approcher, chancelante, tendant une petite main tremblante. « Vous avez quelque chose, monsieur ? J'ai rien mangé aujourd'hui. » La voix était rauque, presque inaudible, comme si parler lui coûtait. Charles resta figé. Il y avait quelque chose d'inattendu dans cette rencontre, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Ce n'était pas de la pitié. Plutôt une fissure soudaine dans la paroi qu'il avait bâtie autour de lui pendant des années. « Tu t'appelles comment ? Demanda-t-il doucement. « Maggie, répondit-elle, baissant les yeux. Ma maman est partie avec un homme qui criait tout le temps. Je sais pas où elle est. Je voulais juste dormir quelque part sans qu'on me frappe. » Un long silence suivit. Charles déverrouilla le portail sans dire un mot, puis fit signe à la petite de le suivre. Elle hésita. Il s'accroupit doucement, comme on s'adresse à un animal blessé. « Tu vas rester ici ce soir, Maggie. Il y a une chambre dans l'aile. Cette maison est trop grande pour moi tout seul. » Elle le suivit, les pieds nus foulant les pavés de pierre. La porte du manoir s'ouvrit sur un hall immense, silencieux, éclairé d'un lustre ancien. Maggie leva les yeux, émerveillée. Pour elle, c'était un palais. Charles demanda à Mrs. Landon, la gouvernante âgée du domaine, de préparer un bain chaud et des draps propres. Maggie s'endormit quelques heures plus tard dans un lit moelleux, entouré d'oreillers qu'elle n'osait même pas toucher au début. Avant de fermer les yeux, elle murmura, seule dans le noir. « Merci, monsieur. » Ce soir-là, dans cette maison pleine de fantômes, une respiration nouvelle avait commencé. Charles Anderson, sans s'en rendre compte, avait entrouvert la première porte vers une vie nouvelle, une vie avec un cœur qui recommençait à battre. Quelques semaines après l'arrivée de Maggie, Charles rencontra Helena Bradford lors d'un gala caritatif organisé par la haute société de Savannah. Veuve depuis 2 ans d'un richissime promoteur immobilier, elle était connue dans les cercles mondains pour sa grâce, son élégance et ses œuvres de bienfaisance, notamment envers les orphelins, du moins en façade. Elle fit son entrée ce soir-là vêtue d'une robe ivoire, la silhouette fluide et le regard calculé. Lorsqu'elle fut présentée à Charles, elle lui tendit la main avec un sourire presque sculpté. « Charles Anderson. Enfin. J'ai tant entendu parler de vous. Et vous êtes encore plus impressionnant en vrai. » Elle s'exprimait avec un accent du Sud poli, presque aristocratique. Ce qui frappa Charles,
ce fut sa capacité troublante à anticiper ses pensées, à partager les mêmes références littéraires, les mêmes goûts en vin, en musique, en art, comme si elle avait lu son esprit ou son dossier. Dîner après dîner, échange après échange, leur complicité grandit. Helena devenait une présence constante à ses côtés, rieuse, attentive, séduisante mais subtile. Il y avait en elle quelque chose d'irrésistiblement familier, et pourtant, dans les recoins de son regard, une ombre persistait. Une ombre que Charles, aveuglé par le désir d'une seconde chance, choisit d'ignorer. Mais une chose grippait la perfection de cette romance, Maggie. Helena n'aimait pas qu'une enfant sale et imprévisible traîne dans le manoir. Elle ne le disait pas frontalement au début, mais ses regards suffisaient. Elle évitait les pièces où Maggie lisait, changeait de sujet quand Charles évoquait ses progrès, et faisait toujours des remarques sur l'hygiène, la discipline ou les bonnes manières. Un soir, alors qu'il buvait un verre au salon, elle laissa tomber, en remuant son verre de vin. « Charlie, tu ne crois pas que cette situation devient inconfortable ? » « Laquelle ?» répondit-il calmement. « Cet enfant. Elle est là, dans ta maison, comme un rappel constant de la rue. C'est admirable, ce que tu fais, vraiment. Mais à long terme, tu mérites autre chose. Tu es un homme puissant. Ce n'est pas une ambiance saine pour toi. » Charles la fixa un moment. Il savait que beaucoup dans son entourage pensaient la même chose, mais ne le disaient pas. Il répondit sans hausser la voix. « Elle me rappelle que j'ai encore un cœur. Et c'est tout ce que je veux préserver. » Helena sourit, un peu figée. Elle changea de sujet aussitôt. Pour célébrer les 6 mois de leur relation, Helena organisa un dîner privé dans la grande salle à manger du manoir. Elle insista pour s'occuper de chaque détail, le menu, la décoration, les invités, 6 personnes triées sur le volet, parmi les plus influentes de Savannah. Charles, quoique étonné par son empressement, accepta. Il s'était surpris ces dernières semaines à envisager une chose qu'il croyait définitivement enterrée, le mariage. Ce soir-là, le manoir resplendissait. Des chandeliers dorés projetaient une lumière chaude sur la vaisselle en porcelaine. Des musiciens jouaient en sourdine du jazz dans la bibliothèque attenante. Charles était vêtu d'un costume 3 pièces anthracite, Helena, dans une robe émeraude, captait les regards comme une actrice en scène. Maggie, elle, n'était pas conviée à table. Helena avait insisté, ce n'est pas un cadre pour une enfant. Mais Charles avait tenu tête. Elle ne mangera pas avec nous, mais elle restera dans la pièce voisine. Elle a le droit d'être là. Maggie s'installa dans l'embrasure d'une porte, assise sur un petit fauteuil, un livre dans les mains. Invisible, mais présente. Le repas fut un succès. Rire, discussion animée, flatterie, toast. Et puis, arriva le dessert, un somptueux gâteau aux fraises, nappé de crème vanillée et orné de feuilles de menthe. Le dessert préféré de Charles. Fait maison, précisa Helena avec un sourire énigmatique. Elle lui tendit une cuillère, radieuse. Allez, goûte. Je l'ai fait spécialement pour toi. Alors que la cuillère dorée frôlait les lèvres de Charles, l'éclat d'une voix brisa net la magie feutrée du dîner. Tonton, ne mange pas. Elle a mis quelque chose dans ton gâteau. Un silence de pierre s'abattit dans la salle. Les rires s'éteignirent d'un coup. Les convives, figés comme des statues de porcelaine, tournèrent la tête vers l'entrée. Maggie se tenait là, frêle, sa robe usée froissée, ses cheveux en désordre. Mais ses yeux brillaient d'une intensité bouleversante. Ses joues étaient mouillées de larmes qu'elle n'avait plus la force d'essuyer, et sa voix, malgré la peur, vibrait d'une détermination farouche. « Je l'ai vue, » dit-elle en avançant de quelques pas, essoufflée. Elle avait un petit flacon bleu. Elle a ouvert le gâteau dans la cuisine, et elle a versé ça dans la crème. « Je vous le jure, tonton. » Les invités se levèrent lentement, les chaises crissèrent. Des regards confus et anxieux s'échangèrent. Certains posaient leurs serviettes. D'autres chuchotaient, interdits. Helena, debout au bout de la table, eut un léger sursaut. Ses yeux passèrent brièvement de Maggie à Charles, puis aux autres convives. Elle laissa échapper un rire aigu, trop aigu, qui résonna étrangement dans l'espace doré de la salle à manger. « Charlie !» dit-elle, un sourire déformé aux lèvres. « C'est ridicule.
Cet enfant est instable. Elle a grandi dans la rue, à voler et mentir pour survivre. Tu ne vas tout de même pas accorder du crédit à une petite mendiante traumatisée? Mais Charles ne répondait pas. Il ne la regardait même plus. Ses yeux étaient rivés sur Maggie, et ce qu'il y lisait, c'était la vérité nue. Ce n'était pas une mise en scène. Ce n'était pas un caprice. C'était le cri d'un cœur enfantin qui refusait de perdre, une seconde fois, le seul amour sincère qu'il avait connu. Il déposa lentement la cuillère dans son assiette, se leva sans dire un mot, contourna la table. « Maggie » murmura-t-il, la voix lourde. « Montre-moi. » Main dans la main, ils quittèrent la salle. Seul le bruit régulier de leurs pas troublait le silence épais. Les convives les suivirent du regard, suspendus à l'instant comme à une scène de théâtre dont on ne connaissait pas encore le genre, drame, tragédie ou rédemption. Dans la cuisine, baignée d'une lumière froide, Maggie guida Charles jusqu'au coin d'un placard, derrière la poubelle. Là, juste là. Charles s'accroupit. Il écarta un sac de plastique et découvrit, niché dans l'ombre, un petit flacon de verre bleu, au reflet discret, presque anodin. Il le saisit délicatement, le porta à ses narines. Une effluve amère s'en échappa, douceâtre, presque sucrée. Mais reconnaissable entre mille. Un homme s'avança lentement derrière lui. Dr Lowell, spécialiste en toxicologie et ami de longue date, observa le flacon, puis échangea un regard grave avec Charles. Arsenic. Pur. Très volatile à faible dose, mais mortel si concentré. Ça n'a pas sa place dans une cuisine. Encore moins dans une crème fouettée. Charles ferma les yeux un instant, comme frappé dans le ventre. Dans le salon, un bruit de chaises renversées. Helena apparut sur le seuil de la cuisine, livide. Elle vit le flacon entre les mains de Charles. Et tout son masque s'effondra. C'est un complot, hurla-t-elle soudain, hystérique. Vous êtes tous contre moi. Cette petite m'a toujours détestée. Elle veut prendre ma place. Elle veut devenir la femme de la maison. Ces mots, déformés par la rage, volaient en éclats dans l'air comme du verre brisé. Elle tenta de fuir, de rejoindre l'entrée. Mais deux invités lui bloquèrent le passage. En quelques instants, les autorités furent appelées. Charles restait là, debout, le visage vide. Le monde autour de lui vacillait, la trahison, la manipulation, la quasi-mort. Et tout cela, dissimulé sous un sourire charmant, des mots doux, des promesses vides. Mais à cet instant précis, ce ne fut ni la justice ni la colère qui le ramena à la réalité. Ce fut une petite main, douce et tremblante, qui glissa dans la sienne. Maggie. Elle leva vers lui ses yeux inquiets, et murmura avec une simplicité qui brisa tout en lui. Tonton, je voulais pas que tu meures. T'es la seule maison que j'ai eue. Charles tomba à genoux et l'enlaça contre lui, sans honte, devant tous. Une larme roula sur sa joue. Et dans ce manoir rempli d'ombre et de faux-semblants, pour la première fois depuis longtemps, un cœur brisé recommença à battre pour de vrai. Quelques mois plus tard, la grande salle du tribunal de Savannah était pleine à craquer. Journalistes, avocats, représentants des services sociaux et même des élus locaux s'étaient déplacés pour assister à une audience hors du commun, celle d'un homme d'affaires millionnaire, Charles Anderson, demandant l'adoption légale d'une petite fille sans nom de famille connu. Maggie, vêtue d'une jolie robe bleue que Charles avait fait faire sur mesure pour elle, serrait fort sa main, les pieds qui ne touchaient pas le sol depuis le banc en bois du tribunal. Lorsqu'on lui demanda si elle voulait être adoptée, elle ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna vers Charles, leva les yeux vers lui avec une douceur farouche, et dit simplement. « Je veux juste rester avec mon tonton pour toujours. » Le juge, ému, rendit sa décision sans délai. Maggie devint Maggie Anderson, officiellement. Ce jour-là, Charles ne se contenta pas d'adopter une enfant, il adopta une nouvelle vie. Dans les semaines qui suivirent, le manoir changea. Là où régnait jadis un silence chargé de souvenirs, il y eut désormais des éclats de rire, des traces de pas minuscules dans les couloirs cirés, et des dessins d'enfants accrochés à des murs autrefois décorés de toiles froides. Mais surtout, Charles prit une décision qui stupéfia tout le monde, il annonça la création d'un réseau national de foyers pour enfants des rues, qu'il appela sobrement Maison Maggie.
L'idée était simple, mais ambitieuse, offrir à des enfants livrés à eux-mêmes un lieu digne, chaleureux, structuré, un vrai refuge, pas seulement un lit et un repas. Il investit des dizaines de millions dans le projet. Il transforma des bâtiments désaffectés en foyers lumineux, engagea des éducateurs compétents et des anciens enfants de la rue devenus adultes inspirants. Il fit appel à des artistes pour décorer les lieux, à des chefs pour enseigner la cuisine, à des psychologues pour aider à guérir les blessures invisibles. Et à chaque inauguration, Maggie était à ses côtés, tenant ses discours d'enfant avec une sagesse qui étonnait les adultes. C'est pas parce qu'on vient de la rue qu'on est moins que les autres. Parfois, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la bonne porte. Mais ce que Charles attendait chaque année avec le plus d'émotion, c'était le 18 mars, la date du fameux dîner où sa vie avait failli basculer, mais où elle s'était finalement redressée. Ce jour-là, sans exception, il refusait toute réunion, tout appel, toute obligation. Dans la grande cuisine du manoir, lui et Maggie enfilaient chacun un tablier, le sien brodé de « Chef Tonton », celui de Maggie marqué d'un cœur rouge. Ensemble, ils préparaient un gâteau aux fraises, celui qui avait failli devenir une tragédie, et qui était désormais un symbole de renaissance. La cuisine se remplissait de l'odeur douce du sucre, du beurre chaud, et de la crème fouettée. Ils goûtaient trop tôt la pâte, s'en mettaient plein le nez, riaient comme des enfants, parce qu'ils l'étaient encore, au fond, deux âmes qui avaient appris à s'aimer par-delà les blessures. Et chaque fois, en servant la première part, Charles posait la main sur l'épaule de sa fille adoptive et disait doucement : « Tu m'as sauvé la vie, Maggie. Mais tu m'as sauvé bien plus que ça, en fait. Tu m'as sauvé de moi-même. » Maggie souriait, en léchant la cuillère, et répondait : « Et toi, tu m'as donné un nom. Une maison. Et un papa. » Dans les journaux, on parlait de lui comme d'un philanthrope. Dans le monde des affaires, il était devenu une légende bienveillante. Mais dans le cœur de Maggie, il n'était pas un héros. Il était juste tonton Charlie, l'homme qui avait écouté une petite mendiante quand tout le monde l'aurait chassé. Et ça, c'était la chose la plus extraordinaire de toutes.